Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo destinée aux élèves de seconde, dans laquelle je vais corriger le premier exercice que vous aviez à faire durant la première semaine de confinement. Alors, il n'y avait pas de travail à rendre, il n'y en aura pas non plus dans l'exercice 2, cette vidéo sert de correction, donc c'est à vous de prendre des notes, parce que ce que vous avez à l'écran ne suffit pas. Je vais développer un petit peu tous les éléments relatifs à cet exercice. Alors cet exercice s'inscrit dans le cadre d'un chapitre sur l'organisation politique de l'État en France. Il ne s'agit pas de faire la totalité du chapitre par l'intermédiaire des réseaux sociaux, mais bien d'en voir quelques aspects qui vont permettre d'éclairer notamment la situation politique actuelle au regard de la crise sanitaire du coronavirus. En tout cas, c'est à partir de cet exemple que je vais éclairer un petit peu quelques éléments de ce chapitre. On ne fera pas tout ce chapitre, c'est pas très grave, vous aurez largement l'occasion dans la suite de votre scolarité, pour ceux qui le souhaitent, de revoir tous ces éléments bien plus en profondeur. Alors, nous avons dans cet exercice un document qui est un document assez classique en fait, qu'on voit régulièrement, qui a été écrit par Montesquieu dans un ouvrage qui s'appelle De l'esprit des lois en 1748. Alors ça me permet déjà d'introduire la première question. Finalement, qui est cet auteur? Vous avez déjà certainement entendu parler de Montesquieu. On parle souvent de lui lorsque on évoque la question de la séparation des pouvoirs, question qui est devenue importante à cette époque, à l'époque de Montesquieu, c'est-à-dire ici, en gros, vous le voyez, la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle. C'est une question importante parce que la France et quasiment toute l'Europe est dans le cas de monarchies qui sont absolues, et comme en France, monarchie absolue de droit divin, c'est-à-dire une monarchie dans laquelle le roi a un pouvoir qui n'est remis en question par personne et qui décide de manière autoritaire. Donc Montesquieu fait partie des philosophes qu'on appelle les Lumières, qui ont remis en cause les sociétés de leur époque, dans lesquelles il y avait une utilisation abusive du pouvoir. C'est pour ça que, au début du chapitre, comme vous pouvez le voir ici, hop, la préoccupation que Montesquieu affiche, c'est bien celle de transformer le pouvoir pour éviter qu'il n'en abuse, un peu comme le roi pouvait en abuser à l'époque de Montesquieu. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel on s'inscrit. Et encore aujourd'hui, l'organisation de notre pouvoir politique découle en partie de principes qui ont été posés par les philosophes des Lumières. Montesquieu, on va en parler avec son document, mais il y en a d'autres qui ont beaucoup imprégné la société démocratique qu'on connaît aujourd'hui. Voltaire, Rousseau, vous allez peut-être lire, vous avez peut-être lu des ouvrages ou en tout cas des extraits d'ouvrages de ces philosophes dits des Lumières, puisque c'était leur objectif, démocratiser, en tout cas assurer les libertés des sociétés européennes de leur époque. Bien voilà un petit peu donc pour l'introduction à cet exercice, qui permet de comprendre dans quel cadre s'inscrit un petit peu cet exercice. Deuxième question, elle vient d'être en partie traitée. Quel danger guette la société d'après lui? Eh bien, comme je l'écris ici, c'est l'absence de liberté. Ah, le grognement que vous entendez, c'est celui de mon chien qui se plaint que je ne m'occupe pas de lui alors que je suis tout près. Excusez-moi. Donc, l'absence de liberté qui est due à un pouvoir politique autoritaire. Alors, un des exemples connus, c'est que le roi pouvait, à l'époque de Montesquieu, faire enfermer une personne qui ne lui plaisait pas, sous aucun prétexte juridique. Il n'avait besoin pour cela que de signer ce qu'on appelait une lettre de cachet, et il pouvait enfermer à vie une personne lui ayant déplu. Alors c'est ce qui est arrivé à plusieurs personnes connues et puissantes à l'époque de Louis XIV, par exemple. Vous avez peut-être entendu parler de l'intendant Fouquet, qui était très puissant, très prestigieux dans la cour du roi, et ça avait déplu à Louis XIV, qui l'avait fait enfermer pour des prétextes relativement peu légitimes et qui n'a jamais donné un motif valable. C'était pas un problème à l'époque de la monarchie absolue de droit divin, et c'est contre cela
que Montesquieu s'élève. Il considère que le pouvoir est exercé de manière trop absolue et donc liberticide, c'est-à-dire en tuant les libertés individuelles au seul bon vouloir d'un individu qui dispose de la totalité des pouvoirs puisqu'il les tient de Dieu. À l'époque, évidemment, il faut se resituer dans le contexte, personne ne s'élève, ou très peu de personnes ne s'élèvent contre le pouvoir divin, que l'on juge au-dessus de n'importe quoi d'autre. Alors, du coup, la solution de Montesquieu, c'est la nouveauté. C'est pour ça qu'on a retenu ses travaux. Alors, ce n'est pas le seul philosophe à avoir proposé cette solution. On verra d'ailleurs qu'il y en a plusieurs formes aujourd'hui, mais la solution clé de Montesquieu, vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est la séparation des pouvoirs. Il considère que pour éviter que le pouvoir politique n'abuse du pouvoir qui lui est confié, eh bien, il doit être limité et donc divisé entre plusieurs autorités, plusieurs institutions. On confie donc à chacun de ces pouvoirs une partie du pouvoir total, si vous voulez. Et donc du coup, ces pouvoirs politiques peuvent se contrôler, se surveiller mutuellement pour éviter que l'un ou l'autre n'abuse de la parcelle de pouvoir dont il dispose. Alors la particularité de Montesquieu, c'est qu'il propose de diviser le pouvoir en 3 pouvoirs, que vous voyez ici, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Alors je vous demandais de les identifier et de les définir. Le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir qui exécute les lois, c'est-à-dire qui les applique. Alors si je prends l'exemple du coronavirus, la loi, c'est de se confiner chez soi, et donc c'est le ministre de l'Intérieur, le gouvernement et le président de la République qui demandent aux préfets, leurs représentants sur les territoires, il y a un préfet ou même parfois un préfet et des sous-préfets par département et voire dans les régions aussi. Donc ce sont les préfets qui sont chargés de faire appliquer, grâce aux forces de l'ordre, la police, la gendarmerie, cette décision d'obliger les Français à se confiner, sauf pour motifs considérés comme justifiés. Et donc du coup, on voit bien que la puissance exécutrice, c'est celle qui applique la loi. Mais le gouvernement ne peut faire appliquer cette décision que parce qu'elle a été votée. Et là, on est sur le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, c'est le pouvoir qui est confié à un organe institutionnel. En France, on l'appelle le Parlement. Et donc, cet organe institutionnel est chargé d'écrire, de voter la loi. C'est un organe qui représente les citoyens, qui est composé d'élus qui ont pour but de prendre des décisions au nom des citoyens. C'est eux qui nous représentent, plus que le gouvernement et le président de la République, en fait, qui, eux, ne sont pas là pour décider à notre place, mais pour appliquer ce qui a été décidé par les élus qui nous représentent. Alors en France, vous le verrez dans l'exercice 2, puisqu'on fera encore un exercice sur l'organisation politique, ce sera le Parlement composé du Sénat et de l'Assemblée nationale, des sénateurs et des députés. Donc le pouvoir législatif est celui qui consiste à créer la loi, qui va être ensuite appliquée par le pouvoir exécutif. On ne confie pas ces deux pouvoirs aux mêmes organes institutionnels pour éviter justement que celui qui applique la loi puisse décider de la loi, la créer selon son bon vouloir. Si celui qui applique la loi est celui qui la crée, imaginez dans une salle de classe par exemple, moi je dis c'est moi qui décide, indépendamment du règlement intérieur, donc je suis le pouvoir législatif, et c'est moi qui exécute, c'est moi qui vais faire appliquer la loi. Par exemple, je décide que tous ceux qui ont des cheveux blonds doivent sortir de la classe. C'est la loi. Et je les fais sortir. Je l'exécute. Bon. J'abuse de mon pouvoir. En tant que prof, pourquoi est-ce que je choisirais les élèves qui peuvent assister au cours ou pas? Ce n'est pas moi qui fais la loi sur qui je dois accepter dans ma classe. Par contre, je suis obligé d'accepter la loi qui a été votée. Par exemple, je n'ai pas le droit de faire entrer dans ma classe des personnes qui portent des signes religieux ostentatoires. La loi, le pouvoir législatif a décidé cela, que dans les classes, il ne doit pas y avoir ce genre d'affichage, et donc du coup, c'est à moi de l'appliquer en tant que représentant fonctionnaire du pouvoir exécutif. Pour le coronavirus, c'est exactement la même chose. La loi de confinement sanitaire a été votée par le Parlement sur demande du président de la République et du gouvernement, et c'est à eux ensuite de l'appliquer.
Et donc, s'ils veulent appliquer un confinement plus restrictif demain, beaucoup de voix s'élèvent contre le fait que certaines personnes sortent encore de trop. Si on veut appliquer un confinement plus restrictif, il faudra voter une loi plus restrictive. Le ministre de l'Intérieur, le gouvernement, ne peut pas de lui-même, en claquant des doigts, décider de confiner à double tour les Français chez eux. C'est une décision qui est liberticide, alors pour le bien de tous, bien sûr, mais qui risquerait de créer un précédent. Et si demain on a un pouvoir politique qui se radicalise, eh bien on risque d'avoir à nouveau des situations dans lesquelles on prive de liberté les Français en leur demandant d'être confinés pour des situations qui seraient moins graves et moins exigeantes. Dernière forme de pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, c'est celui qui consiste à prononcer les sanctions. Ça fait partie de la justice, si vous voulez. On prononce les sanctions pour ceux qui ne respectent pas les lois. Donc le législatif vote la loi, l'exécutif la fait appliquer. Si elle n'est pas appliquée par certains, le judiciaire sanctionne. Là encore, le but c'était d'éviter l'abus de pouvoir et les lettres de cachet dont les Français ont été victimes à l'époque de Louis XIV. Ce n'est plus le monarque qui exécute les lois, qui décide des sanctions, c'est-à-dire envoyer en prison de manière excessive celui qui a osé ne plus respecter la loi qui avait été édictée. Donc en séparant ces pouvoirs, on obtient un pouvoir politique beaucoup plus équilibré, beaucoup moins autoritaire et abusif. C'est pour cela que notre pays, dans sa globalité, est fondé sur la séparation des pouvoirs. Je vais bientôt terminer là-dessus. C'est le cas aussi, cette séparation des pouvoirs, aujourd'hui, dans la séparation des pouvoirs à différents échelons de pouvoir. Alors ce n'est pas dans le document, hein, je le rajoute simplement pour votre propre culture personnelle, mais vous savez, en France, l'État a beaucoup de pouvoirs, mais ne détient pas la totalité des pouvoirs. On a des collectivités locales qui partagent une partie du pouvoir politique avec l'État. Les communes, les intercommunalités, les départements, les régions partagent le pouvoir politique français avec l'État, c'est-à-dire l'administration qui dépend du gouvernement français. D'ailleurs, ce gouvernement français, l'État français, a décidé de partager le pouvoir avec un organe supranational, c'est-à-dire au-delà des nations. C'est l'Union européenne. L'Union européenne peut prendre des décisions qui s'imposent aux États membres de l'Union européenne. Et donc du coup, on voit bien qu'il y a une séparation du pouvoir politique entre les échelons locaux du pouvoir politique, communes, intercommunalités, etc., l'échelon national, l'État, et l'échelon supranational, l'Union européenne, pour nous par exemple. On pourrait citer également comme organisation internationale qui a du pouvoir politique, les Nations Unies, même si elles ont un pouvoir politique limité. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur la séparation des pouvoirs. C'est une notion importante de l'organisation du pouvoir politique. Je vous incite vraiment à la retenir et puis à ouvrir un peu vos oreilles par rapport à la crise sanitaire qui a lieu actuellement. Vous verrez que dans de nombreux cas, le gouvernement est contraint d'agir de manière différente de ce qu'il avait prévu. Pourquoi ? Parce que le gouvernement ne dispose pas d'un pouvoir illimité. Il n'y a qu'un cas où le président pourrait décider seul d'exercer une grosse partie du pouvoir politique, mais ce cas est très limité dans la Constitution. Je vous laisserai découvrir ça dans l'exercice 2 si vous trouvez l'information. Je vous souhaite une bonne deuxième semaine de confinement. N'hésitez pas à me poser des questions sur Discord si vous avez des passages qui ne sont pas compris, si ça vous intéresse ou si vous voulez des exemples supplémentaires. J'y répondrai bien volontiers. Et puis on se retrouve dans une semaine pour une deuxième vidéo qui corrigera l'exercice 2. À bientôt.